Donc, je vais vous présenter effectivement des éléments issus de l'enquête nationale sur les urgences hospitalières. Alors, un petit mot sur cette enquête. Là, il y avait une première enquête qui avait été faite sur un échantillon de services et de patients en 2002, mais qui avait donné un descriptif de ce qui était finalement vu aux urgences. Pardon. Ah. Ça va s'améliorer. Moi, je vois ce que je commente. Parfait. Donc, pour cette nouvelle enquête, en fait, on a, dans un contexte finalement qui a beaucoup changé sur 10 ans, monté une nouvelle enquête avec un comité de pilotage et puis un partenariat des urgentistes, donc la SFMU pour le côté scientifique et puis un soutien du côté des associations de type SUDF et AMU. Le projet, c'était que l'ensemble des établissements autorisés pour l'activité d'accueil et de traitement des urgences soient inclus et que tous les patients sur une période de 24 heures puissent être inclus dans l'enquête. Donc on avait choisi un mardi en dehors d'une zone, d'une période d'épidémie et en dehors de jours fériés pour que cela perturbe le moins possible le déroulement de l'enquête. Et ensuite, c'était effectivement assez exigeant puisqu'on avait demandé un recueil en temps réel avec un formulaire, puisque un recueil informatique en temps réel était visiblement difficile. On avait fait un test au préalable et ensuite l'enregistrement informatique était fait de façon différée sur une plateforme informatique sécurisée qui permettait aussi d'avoir des tests de cohérence des informations. Alors le taux de participation était extrêmement fort. Les urgentistes sont vraiment impliqués dans cette collecte, puisque pour la partie recueil structure, donc ça c'était du côté des administrations, c'était une quasi-totalité des questionnaires qui étaient renseignés, et on a obtenu presque 94% des questionnaires patients. Alors, un point sur cette enquête, c'est un jour donné. Donc, on s'est posé la question. Alors, en amont, on avait une idée que ce qui nous intéressait, c'était plutôt analyser un peu plus finement le mécanisme de recours aux urgences, avoir beaucoup d'informations, et on avait choisi pour cela un jour donné pour ne pas avoir des questions d'échantillonnage compliquées au fil d'une semaine, par exemple. Et donc, finalement, on a regardé rétrospectivement à quoi ressemblait cette journée d'enquête. Et finalement, elle est relativement médiane par rapport à ce qui se voit, enfin, à l'activité constatée aux urgences à travers les données du PMSI MCO. Alors, ça peut paraître effectivement relativement simple de mesurer des temps de prise en charge aux urgences, puisque le côté prise en charge rapide est un élément constitutif de celle-ci, ne serait-ce que pour les urgences vitales. Et puis, effectivement, il y a la notion de temps d'attente entre les soins qui est bien nécessaire pour que la prise en charge se fasse. Et puis, des indicateurs ont été développés, donc on se dit, bon, finalement, est-ce que c'est compliqué? Enfin, est-ce que c'est un peu trop fort de faire une enquête pour avoir tous ces temps? Manifestement, le recueil de cette information temporelle n'est vraiment bien fait que soit si elle est vraiment intégrée pour quelque chose pour les soins, où c'est un intérêt, soit de façon spécifique. Si on dit, bon voilà, là on fait une enquête, on a besoin de cette information, et donc on va faire un recueil, et donc l'intérêt de l'enquête est d'avoir un grand nombre de temps recueillis qui sinon ne le sont pas, enfin c'est pas tellement possible en pratique. Alors ces temps s'étalent tout du long du passage aux urgences, depuis l'entrée, le début des soins, éventuellement décision d'hospitalisation et la sortie des urgences. Et cette sortie comprend le passage en UHCD. Il y avait donc deux durées associées à cela, qui étaient un temps sur le brancard et puis un passage en UHCD. Et puis effectivement, après, entre ces différents temps, on peut calculer un certain nombre de délais, comme le délai dont on va avoir des éléments, le délai de première évaluation, de début des soins, de passage complet aux urgences, et puis un délai un peu particulier qui est celui d'obtention d'un lit pour les gens qu'on souhaite hospitaliser. Alors, il y a eu une excellente participation, mais aussi un excellent taux de réponse en fait aux différentes questions. Ce qui est en vert sont les questions obligatoires. Donc, effectivement, lors de la saisie informatique, pour valider le questionnaire, il fallait avoir saisi ces informations-là.
Alors, de temps en temps, la validation n'est pas allée jusqu'à son terme, mais sinon, au global, on a une information quasi exhaustive. Et donc, ça nous permet de calculer les différents délais présentés juste avant. Alors, alors certes, comme tout ça a été saisi manuellement, il y avait un certain nombre de temps d'erreurs, notamment, puisque c'était à cheval sur 2 jours, bon, les gens sont restés coincés sur le 11 juin, et donc on a corrigé un certain nombre de choses vers le 12 juin pour que ce soit restitué une cohérence dans la chronologie. Ah, excusez-moi, si je pouvais revenir en arrière. Parfait. Alors, de façon globale, donc on a une description de ce qui se passe en fait à partir du moment où les gens arrivent aux urgences. Donc, en fait, ils sont évalués de façon très rapide. Non, pardon, ils sont enregistrés quasiment immédiatement, puisque c'est dans les 4 minutes de façon médiane, et ils sont évalués effectivement de façon très rapide, puisque la médiane est à excusez-moi, c'est l'évaluation qui est très rapide, c'est dans les 4 minutes, et le début des soins, c'est en médiane à 30 minutes. Et puis si effectivement on va jusqu'à début des soins jusque dans l'heure, on a 70% des gens qui sont vus dans l'heure où ils arrivent aux urgences. Et puis après, effectivement, en fonction du parcours ensuite, les temps sont différents en termes de passage aux urgences, puisque le temps médian de passage, lorsqu'il n'y a pas d'hospitalisation ensuite, est un tout petit peu inférieur à 2 heures, y compris peut-être une petite période en UHCD pour certains patients qui ensuite rentrent à domicile. Et alors que c'est beaucoup plus long, plus de 4 heures pour des patients qui sont ensuite hospitalisés dans l'établissement ou dans une autre structure. Et enfin, puisque ça c'était une des particularités, et que ça avait été évoqué d'ailleurs aussi ce matin, et lors de la préparation de l'enquête, on a mesuré le temps médian pour obtenir un lit, c'est-à-dire entre le moment où on décide que le patient doit être hospitalisé et le moment où on a défini le lit où le patient pouvait être reçu. Et donc ça, ce temps est de 15 minutes. Alors de façon additionnelle, on a d'autres informations. La durée sur le brancard, c'est 2 heures. Alors c'est une durée un peu compliquée parce que même si on avait fait un test à l'avance, enfin au préalable, ça n'a peut-être pas été compris de façon uniforme. Même des gens qui sont restés juste un peu de temps, on le voit là sur un brancard, ont été pris en compte, alors que l'idée c'était effectivement, plutôt que de mettre les gens dans un box de consultation, qu'il y ait une espèce de zone d'attente sur un brancard qui était visée. Et puis, donc l'UHCD, puisque c'est toujours la même échelle, donc on a effectivement une durée médiane qui correspond à ce qu'on pourrait attendre d'une UHCD, c'est effectivement un peu moins de 12 heures. Et alors ensuite, on peut regarder différents types de parcours. Donc on l'a bien vu, ça a été aussi évoqué ce matin, il y a différents types de prise en charge en fonction de la pathologie, et donc allant d'une consultation seule jusqu'à finalement un recours beaucoup plus complexe au plateau technique, c'est-à-dire la consultation, mais aussi l'imagerie, de la biologie, éventuellement un avis spécialisé. Et donc on a fait différents finalement regroupement de parcours de cette consultation avec au fur et à mesure des parcours plus compliqués de la radiologie ou de la biologie et ensuite des choses qui sont beaucoup plus complètes. Et donc là ne seront présentées effectivement que les informations pour les patients qui ne sont pas hospitalisés ensuite, juste pour le service rendu par les urgences sans l'aspect hospitalier. Et donc, on a déterminé la durée moyenne de passage, médiane de passage pour ces différents groupes. Et pour une consultation seule, donc y compris l'évaluation et la date de début de soin, donc c'est 76 minutes. Et à partir du moment où on fait un soin en plus, ça peut être un pansement, une suture, une immobilisation, on a effectivement 5 minutes en plus en termes de temps médian. À partir du moment où on fait de l'imagerie conventionnelle, donc une radiographie standard, on a effectivement 30 minutes en plus, et donc on pourrait d'une certaine façon attribuer le temps de réalisation de
de ces examens et soins supplémentaires de cette façon un peu indirecte. Alors, juste une mention là-dessus. Apparemment, ce qui emporte au moment de l'enquête la durée supplémentaire la plus longue serait la biologie, donc presque autant finalement que de l'imagerie spécialisée comme le scanner ou l'IRM. Alors là, je vais vous présenter 3 focus. L'un donc sur le délai avant l'évaluation, quels sont les facteurs qui sont associés à un délai plus ou moins long, plus ou moins court, et en prenant comme critère ce que la SFMU avait proposé, qui était de considérer que les durées au-delà de 30 minutes, entre le moment où les patients entrent et le moment où ils sont évalués, donc c'est-à-dire en termes de gravité, en fait, il ne devrait pas y avoir ce type de patients. Alors, de fait, il y en a quand même 10%. Et il y a un certain nombre de facteurs qui sont associés avec le fait que cela dépasse les 30 minutes. L'intérêt en termes médicaux, c'est effectivement, si une situation grave n'est pas repérée rapidement, effectivement, cela, disons, pourrait gréver légèrement le bon déroulement de la suite. Donc, le premier facteur qui est montré sur le graphique du côté droit, montre qu'effectivement, pendant les périodes d'affluence, pendant la journée, ce taux est en fait plus important. Par contre, effectivement, lorsque les patients sont graves, c'est-à-dire par exemple avec un passage en salle d'urgence vitale ou éventuellement amenés par le SAMU ou les pompiers, considérez que c'est effectivement assez aigu, le facteur diminue. Et enfin, pour les patients âgés, donc ils sont légèrement, évalués légèrement plus rapidement, mais par contre, une fois qu'on se rend compte qu'il n'y a peut-être pas, que les choses peuvent peut-être attendre un peu plus, si l'affluence le commande, en fait, ils vont être, le début effectif de la prise en charge au sens des soins va être différé un tout petit peu. Et puis effectivement, en fonction des motifs de recours, on a effectivement quelque chose qui est repéré assez rapidement et donc visiblement un tri non formalisé se fait à ce moment-là. Alors l'autre point, c'était effectivement sur l'obtention d'une place d'hospitalisation. Donc il y a le facteur clé, c'est à partir du moment où il est nécessaire de passer plus d'un appel, à ce moment-là, les temps deviennent beaucoup plus longs. On passe d'un temps médian de 10 minutes à 50 minutes. Donc c'est vraiment ce qui accroît considérablement les choses. Et on voit que là aussi, cela varie au fil du jour, probablement en fonction de combien l'établissement est saturé ou pas, et donc avec un creux en fin d'après-midi et début de soirée. Ensuite, il y a un autre facteur important qui est l'accroissement de ce délai d'obtention avec l'âge, de façon quasi linéaire. Et puis un dernier paramètre non montré en tant que graphique, mais qui est plus les établissements sont de taille importante, plus le délai d'obtention est long, plus les structures sont petites, plus cela est court et simple. Enfin, un dernier point qui était, en prenant en compte l'ensemble du temps passé aux urgences, on pouvait imaginer que peut-être la densité de personnel par rapport au nombre de patients pouvait avoir une influence. Et donc ces deux graphiques présentent les densités, donc le nombre de patients par personnel, que ce soit infirmiers ou médecins. Et, et on voit qu'effectivement, plus le nombre de patients augmente par rapport au nombre de médecins, plus le temps de passage médian pour ces deux types de parcours qui sont les plus fréquents, les plus fréquents. Parmi les plus fréquents, la consultation simple ou, et là c'est un tiers des passages aux urgences, ou une consultation donc requérant un recours un peu complexe au plateau technique, et bien plus le nombre de patients augmente, plus par soignant, plus cela devient long. Et donc, comme si nécessairement le personnel se distribue entre plusieurs patients et donc il y a des temps d'attente qui augmentent.
Parfait. Alors, ces résultats, ainsi que d'autres, sont publiés dans une publication donc, de l'adresse qui est disponible donc, en ligne. Il y a alors des données par région, peut-être que ça pourrait intéresser un certain nombre d'entre vous, qui sont interrogeables à travers une interface donc, sur le site de mise à disposition des données de l'adresse. Alors, ce sont des données agrégées. Il y a une page Internet qui est relative à l'enquête où il y a d'autres études qui sont présentées. Et puis nous, on va essayer de continuer les travaux, donc, notamment autour du triage, puisqu'on peut effectivement voir de temps en temps, enfin dans ce qu'il y a 17% des patients qui, même s'ils arrivent après d'autres, on voit qu'en fait le début des soins démarre avant les suivants, enfin avant ceux qui étaient passés avant. Donc ça, c'est quelque chose qui mérite d'être exploré un petit peu plus, notamment au regard des diagnostics, et puis éventuellement quelque chose qui poursuit cette histoire de densité des patients dans un même lieu. Et probablement, il y a un moment où la saturation se fait et les temps deviennent à ce moment-là très allongés, peut-être pas sur un mode exponentiel, mais peut-être nettement, ce n'est plus linéaire, mais avec une cassure possiblement. Merci beaucoup.